Alors, dans cette vidéo, on va aborder le paragraphe grand 2, qui est en fait le cœur du chapitre. C'est le premier principe de la thermodynamique. Donc, je vais commencer par énoncer ce principe-là, en expliquant en détail la signification de tout ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, pendant tout le reste du chapitre, on va l'appliquer dans différents contextes. Commençons par l'énoncé du premier principe. Le premier principe dit que pour un système thermodynamique fermé, qui subit une transformation entre deux états, l'état initial et l'état final, sans préciser pour le moment ce que c'est, juste deux états différents, alors on a cette égalité-là. Delta U plus delta EC égale W plus Q. Alors ces termes-là, je les ai déjà détaillés, mais par contre ceux-là, non, donc je vais expliquer ce que c'est. Delta U, c'est simplement la variation d'énergie interne du système, entre l'état initial et l'état final, qui est simplement définie par l'énergie interne à l'état final moins celle à l'état initial. Delta EC, c'est la variation d'énergie cinétique macroscopique du système. Et cette énergie cinétique macroscopique, elle est simplement définie par 1,5 de mt Vg carré, où G est le centre d'inertie du système et mt la masse totale du système. Voilà, donc, ou la masse de ce qui se déplace, enfin voilà, il suffit simplement de faire un bilan d'énergie cinétique macroscopique. W, c'est le travail mécanique algébriquement reçu par le système, toujours pareil, et Q, l'énergie thermique reçue par le système algébriquement. Voilà, donc ça dit simplement que la variation d'énergie interne plus la variation d'énergie cinétique est égale à tous les travaux qui vont s'appliquer sur le système, plus à l'énergie thermique algébriquement reçue par le système. Alors, je précise un petit peu dans la suite que delta EC, cette variation d'énergie cinétique macroscopique, en fait, elle a une importance surtout dans les systèmes en écoulement, dans d'autres cas particuliers éventuellement, mais c'est surtout lorsque vous avez un gaz qui s'écoule. Et là, on a besoin de ce terme-là. Mais par contre, dès qu'on s'intéressera à des états ou des systèmes pour lesquels l'état initial et l'état final seront tout simplement des états d'équilibre macroscopique, c'est-à-dire le centre de gravité ne bouge pas dans le référentiel d'étude à l'état initial ou à l'état final, ce qui sera quand même assez souvent le cas, eh bien on aura delta EC est égal à 0. Donc dans toute la suite de ce chapitre-là, il ne faudra pas s'offusquer, des fois en fait je ne mettrai pas ce terme, c'est pas que je l'oublie, mais c'est simplement que dans beaucoup de cas qu'on va aborder nous cette année, il sera nul. On le retrouvera lors des systèmes en écoulement. Voilà, et puis je remets une petite couche, mais c'est vraiment important, sur ce qu'on appelle algébriquement reçu par le système. Ça veut dire que ce qu'on appelle W, c'est le travail algébriquement reçu. Si jamais le système reçoit un travail mécanique, alors W sera positif, sinon ce terme-là sera négatif. Mais on l'appelle à chaque fois W. Et puis pareil pour l'énergie reçue par le système. Alors ce qui est très important en thermodynamique, c'est que ça, c'est vraiment un bilan pour une transformation donnée, mais pour un système donné. Dès que vous avez plusieurs systèmes en interaction, je vais reprendre mon exemple avec le bonhomme dans la piscine, eh bien il est très important de dire à qui vous appliquez le premier principe. Par exemple, avec la piscine, on peut se dire on peut l'appliquer à la piscine, ou bien on peut l'appliquer au bonhomme. Et évidemment, ce ne sera pas du tout la même chose, parce que l'énergie thermique qui est fournie par le nageur, elle est reçue par la piscine. Donc vous voyez, en fonction de à qui vous l'appliquez, en fait ce terme-là ne sera pas du même signe pour la piscine ou pour le bonhomme. Donc ce sera très important de préciser à quel système vous appliquez le premier principe. Bon, quand il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bon, mais dès qu'il y en a une, vous allez pouvoir faire des erreurs de signes et c'est gênant, quoi. Alors, ensuite, on va définir ce qu'est une fonction d'état. Donc, toute fonction thermodynamique, on va l'appeler une fonction d'état si sa valeur ne dépend que des variables d'état du système, des variables d'état thermodynamique. Par exemple, pression, volume et température. Voilà. Donc, dès que vous avez ça, eh bien, vous pouvez dire que la valeur de cette fonction ne dépend que de l'état, pression, volume, température du système. La conséquence importante, c'est que si vous avez une fonction d'état, f pour un système, la variation de cette fonction ne dépend que des paramètres d'état du système en ces deux états, en l'état initial et l'état final, et pas de la transformation qui a eu lieu entre les deux états. Donc c'est ce qui justifie que j'avais le droit d'écrire delta U égale UEF moins UEI, parce que cette variation d'énergie interne ne dépend que des paramètres du système à l'état initial et à l'état final, et pas du détail de la transformation.
Ça doit vous rappeler hein, les delta EP en mécanique. C'est un peu pareil en fait. Hein, delta EP ne dépendait que de l'état mécanique du système, à l'état initial et à l'état final. Bah là c'est pareil, mais pour l'état thermodynamique, pression, volume, température. Et même si je l'ai déjà dit, je le redis, l'énergie interne d'un système, c'est une fonction d'état. Voilà. Elle ne dépend que de la température et du volume. En fait, la pression, c'est un paramètre muet là-dedans, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est une fonction d'état. On va s'en servir souvent de cette propriété. Alors, pour faire de la thermo, on a besoin de l'énergie interne, mais on a aussi besoin d'une autre fonction, un peu mystérieuse pour l'instant, mais vous allez voir qu'elle a une très très grande importance en thermo. C'est l'enthalpie, H. Donc pour le moment, je vais définir ses propriétés, puis on va voir à quoi elle sert plus tard. Hein, vous allez voir, vous allez très très souvent l'utiliser celle-là. Donc l'enthalpie, sa définition, c'est H égale U plus PV, où U est l'énergie interne. Voilà, donc on remarque que H, eh bien, c'est homogène à une énergie, hein, parce que U c'est une énergie, et puis PV aussi. Vous pouvez faire l'analyse dimensionneuse de ce terme-là pour voir que c'est bien une énergie. Et donc à partir de là, on va pouvoir dire que l'enthalpie, c'est aussi une fonction d'état. Tout simplement parce que U est une fonction d'état et que P et V, c'est des variables d'état. Donc H ne dépend que des paramètres d'état du système. Et la conséquence, c'est que delta H va aussi s'écrire H à l'état final moins H à l'état initial. Voilà. Alors on peut se demander à quoi ça sert de poser U plus PV, mais vous allez voir. Alors, ce premier principe que j'ai énoncé pour le moment de forme très générale, hein, delta U plus delta EC égale W plus Q, on va commencer par donner deux cas particuliers très importants d'application de ce premier principe, qui est pour une transformation isocore et pour une transformation isobare. On va commencer par l'isocore parce que c'est la plus simple. On va considérer un système quelconque subit une transformation isocore. Vous imaginez un gaz voilà, qui est ni comprimé ni dilaté, son volume reste constant, on ne dit pas ce qui se passe autrement, hein, mais en tout cas son volume est constant. Donc on peut dire que dV égale à 0. Et la conséquence, c'est que les forces pressantes ne travaillent pas, parce que les forces pressantes, c'était delta W égale moins P dV. Donc si dV égale à 0, les forces pressantes ne travaillent pas sur ce système. Et s'il n'y a aucune autre force qui travaille sur le système, ça c'est un cas très fréquent, hein, il n'y a pas d'autres forces, et que delta EC est égal à 0, alors on peut simplement écrire le premier principe, delta U égale Q. Voilà, parce que bon, delta EC, on a dit qu'il serait souvent nul, donc je l'oublie. Et puis W est nul parce que les forces pressantes ne travaillent pas, puis on suppose qu'il y a qu'elles. Voilà, donc ça c'est une version du premier principe très simple pour une transformation isocore, hein, qu'on va retrouver souvent. Et on verra que delta U va s'écrire dans ce cas-là CV fois delta T. Donc voilà, là c'est vraiment le premier principe pour une isocore. Alors maintenant pour une isobare, on peut se demander ce qui se passe, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est fondamental cette démonstration-là, donc je vous invite vraiment à la refaire. Si un système subit une transformation isobare, sa pression intérieure est constante, et puis on va encore une fois négliger le terme d'énergie, la variation d'énergie cinétique macroscopique. Alors si on a W, le travail des forces mécaniques sur le système, et là pour le coup je vais décomposer hein, en WP le travail des forces pressantes, et WNP le travail des autres forces, qu'on appelle aussi en thermodynamique les forces non pressantes. Alors on repart du premier principe, delta U égale W plus Q. W c'est WP plus WNP, non pressant, plus Q. Et on repart de l'expression de WP, parce que là il n'est pas nul. C'est la pression qui est constante, pas le volume. Donc intégrale entre l'état initial et l'état final de moins P dV. Comme P est constant, je peux le sortir devant. Voilà, P est constant. Et puis je me retrouve simplement avec intégrale de dV entre l'état initial et l'état final. Ben, ça c'est simplement le volume final moins le volume initial. Voilà, c'est une somme de dV, exactement comme en informatique. Voilà, donc moins P delta V avec P constante. Alors ça, on va tout de suite remarquer qu'on peut aussi l'écrire moins PFVF plus PIVI. Pourquoi? Parce que si vous développez, ça fait moins PVF plus PVI, sauf que P, vu qu'elle est constante, c'est aussi la pression à l'état final et la pression à l'état initial. Hein, tout ça c'est P en fait, parce que c'est une isobare. Alors si on reporte maintenant dans l'expression du premier principe, delta U égale W plus Q. Alors delta U c'est UF moins UI.
W, c'est moins PFVF plus PIVI, comme on vient de le voir au-dessus. W non pressant, on le garde, et puis Q, on ne sait pas ce que c'est, mais on le garde aussi. Et là, je vais passer les termes de PFVF et PIVI de l'autre côté. Donc j'ai UF plus PFVF moins UI plus PIVI égale WNP plus Q, et j'obtiens la variation d'enthalpie est égale à W non pressant plus Q. Donc de façon générale, pour une transformation isobare, j'aurai le premier principe qui va se mettre sous cette forme. Delta H égale W non pressant plus Q. Voilà, donc cette démonstration, vraiment, apprenez-la bien parce qu'elle est essentielle. Alors, dans beaucoup de cas qu'on va rencontrer cette année, il n'y aura pas de force non pressante en fait. Les seules forces qui vont travailler sur le système, ce seront des forces pressantes, ce qui dans les machines va correspondre à des turbines, des pistons. Voilà, dès que vous avez quelque chose qui bouge dans le fluide et qui lui fournit un travail par l'intermédiaire de parties mobiles, c'est des forces pressantes en fait. Donc voilà, quand il n'y a pas de force non pressante, on oublie ce terme-là et on obtient donc le premier principe pour une isobare qui s'écrit delta H égale Q. Voilà, donc ça c'est vraiment important, hein, c'est l'expression du premier principe pour une isobare. Alors on va admettre une généralisation, voilà, qui est que en fait ce résultat-là il est généralisable au cas d'un système qui subit une transformation qui est monobare. Alors, monobare veut dire que la pression extérieure est constante, avec en plus l'hypothèse que à l'état final et à l'état initial, le système a la même pression que la pression extérieure. Voilà, donc si on a ça, on admet que ce résultat-là est encore valable, et donc on va l'utiliser assez souvent, notamment avec les phases condensées. Voilà.